Le suicide, a priori, c'est l'acte le plus personnel qui soit, non? Une décision intime, la conséquence d'une souffrance bien à soi. Mais, et si c'était plus compliqué que ça? Si cet acte, en apparence si privé, était en fait profondément social? Voilà, c'est exactement ça. C'est le point de départ, l'idée de base, le bon sens même. Une décision qu'on imagine prise seule pour des raisons qui ne regardent que soi. Et c'est justement cette idée reçue qu'on va décortiquer ensemble. Parce que, est-ce que c'est vraiment si simple? C'est la question qui va nous guider. Derrière cette simplicité apparente, on va le voir, se cache une histoire absolument fascinante qui a plus d'un siècle. Allez, on entre dans le vif du sujet. Et pour ça, il faut qu'on parle du protagoniste de cette histoire, Émile Durkheim, et de son idée pour le moins audacieuse. Alors, pour bien comprendre le truc, il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque. Durkheim, il arrive à un moment où tout s'explique par la psychologie, la biologie, et lui, il veut imposer une toute nouvelle science, la sociologie. Son but, ce n'est pas juste d'étudier le suicide, non, c'est de prouver que cette nouvelle façon de voir le monde, la sociologie, elle est capable d'expliquer la société en profondeur. Et sa logique, elle est implacable. Il se dit, ok, je vais prendre l'acte qui a l'air le plus individuel possible, le suicide. Et son pari, c'est de montrer que si les taux de suicide sont différents selon les groupes sociaux, alors forcément, ça doit aussi être un phénomène social. S'il réussit ça, il prouve la valeur de la sociologie. Un pari, franchement, complètement fou pour l'époque. Ok, mais pour un projet aussi ambitieux, il lui fallait une méthode. Et il va en inventer une, carrément révolutionnaire pour sa nouvelle science. Et voilà son concept clé, le fameux fait social. Qu'est-ce que c'est? C'est une force qui vient de l'extérieur, mais qui s'impose à nous. Pensez à la langue qu'on parle, aux lois, à la mode. On ne les a pas inventées, mais elles guident nos actions. Et la règle de Durkheim, c'est il faut les étudier froidement, objectivement, comme des choses. Un peu comme un biologiste étudierait une cellule. Et donc, avant même de regarder les chiffres, première étape cruciale de sa méthode, il va définir son objet d'étude. Mais attention, pas avec les mots de tous les jours, non, avec une rigueur scientifique absolue. Et là, on voit tout de suite que sa définition, elle bouscule un peu nos idées. Pour Durkheim, ce qui compte, c'est l'intention et la conscience du résultat. C'est tout. Donc, quelqu'un qui tombe d'une fenêtre par accident, ce n'est pas un suicide. Par contre, un soldat qui se jette au-devant d'une balle pour sauver son régiment en sachant très bien qu'il va y passer, pour Durkheim, c'est un suicide. Ça peut paraître étrange, mais ça rend son analyse beaucoup plus systématique. Bon, maintenant qu'il a sa définition et sa méthode, il est temps de se plonger dans les données. Et pour ça, Durkheim va utiliser ce qu'il a sous la main à l'époque, les statistiques publiques du ministère de la Justice. Et là, première découverte, et elle est juste stupéfiante. Le nombre de suicides dans un pays donné comme la France reste incroyablement stable d'une année à l'autre. Regardez ces chiffres. C'est presque comme si chaque société avait une sorte de quota de suicides à atteindre chaque année. C'est une régularité hyper troublante. Deuxième découverte, tout aussi dingue. Alors que le taux est stable à l'intérieur d'un pays, il change radicalement quand on passe d'un pays à l'autre. Ça suggère vraiment qu'il y a une sorte de tendance au suicide qui est propre à chaque société. Mais Durkheim, il ne s'arrête pas là, bien sûr. Il va encore plus loin. Il montre qu'à l'intérieur d'une même société, le taux varie selon les groupes auxquels on appartient. Par exemple, la religion, plus de suicides chez les protestants que chez les catholiques. Ou la famille, plus de suicides chez les célibataires que chez les personnes mariées, surtout si elles ont des enfants. Là, ça n'a plus rien d'un hasard individuel. Ce sont des vrais schémas sociaux. La preuve semble faite, le pari est gagné. Mais, juste au moment où on pense que l'affaire est pliée, que Durkheim a triomphé, des critiques très sérieuses apparaissent. Et elles ne vont pas attaquer son raisonnement, non, elles vont attaquer la base de tout, les données elles-mêmes. Et voici l'argument central de ces critiques, comme le sociologue Jack Douglas. Et si les chiffres ne mesuraient pas vraiment le nombre de suicides? Et s'ils mesuraient plutôt la volonté de la société de les cacher? Et ça, c'est un point absolument crucial. Il faut se rappeler que pour une famille catholique au XIXe siècle, un suicide, ce n'est pas seulement un drame familial, c'est une honte publique. Et pire, une exclusion religieuse. La personne ne peut pas être enterrée religieusement. On imagine la pression énorme pour que la vraie cause du décès ne soit jamais révélée. Et tout à coup, les découvertes de Durkheim prennent une autre couleur. Le fait que les catholiques aient des taux plus faibles, est-ce vraiment qu'ils se suicident moins ou est-ce que leurs familles, à cause du stigmate religieux, sont juste plus motivées à faire passer ça pour un accident? Et pour les célibataires,
Est-ce qu'il se suicide plus ou est-ce qu'une personne mariée a un conjoint pour l'aider à gérer le scandale, à faire pression et à éviter le déshonneur? La question devient hyper importante. Est-ce que les stats montrent un comportement réel ou juste une différence de pression sociale? Et là, le chef-d'œuvre de Durkheim, d'un coup, il paraît beaucoup plus fragile. Alors, on pourrait se dire que c'est un vieux débat de sociologues du 19e siècle. Mais en fait, pas du tout. Ces questions sont encore super pertinentes aujourd'hui pour comprendre comment fonctionnent les données sociales. Regardons un peu comment ça a évolué. On voit bien que la recherche de la donnée parfaite, c'est un travail de longue haleine. On est passé des registres de la justice, utilisés par Durkheim, aux certificats de décès médicaux après 1968, qui sont déjà plus fiables, et aujourd'hui, on essaye même d'harmoniser tout ça au niveau international pour pouvoir vraiment comparer. Et pourtant, malgré tous ces efforts, malgré nos outils modernes, on estime qu'en France, encore aujourd'hui, environ 10% des suicides ne sont pas comptabilisés comme tels. Ils sont mal classifiés. Le problème de la mesure, il est donc toujours là. Et ça nous révèle une vérité fondamentale. Les données, les chiffres, les statistiques, ce ne sont pas une photo objective de la réalité. C'est ce qu'on appelle une construction sociale. C'est le résultat d'un processus, façonné par les méthodes de collecte, par les pressions sociales, par les choix qu'on fait sur ce qu'on décide de compter ou non. Au final, tout ce débat lancé par Durkheim il y a plus d'un siècle nous laisse avec cette question, qui est essentielle. Si les statistiques sont une construction sociale, qu'est-ce qu'elles nous apprennent vraiment sur nous-mêmes? Eh bien, peut-être qu'elles ne sont pas leur reflet parfait de nos actes individuels, mais elles sont sans aucun doute le miroir des sociétés qui les produisent. Et c'est peut-être ça leur plus grande valeur.